dans l'œuf, puisque le soldat roumain a obtenu finalement ce qu'il voulait, il devient maintenant conservateur. Et il va voir d'un très mauvais œil la révolution, surtout si elle vient de chez l'ami russe. Alors, autre portrait de Berthelot, là, qui est dans la maison de famille du général, ou qui était, je ne sais pas s'il y a encore. Chez son descendant. Oui. Donc le général qui était originaire de la Loire, hein, c'est-à-dire la région de Saint-Étienne, né dans une petite ville qui s'appelle Feurs. Ici, un document intéressant, c'est la reine Marie qui dédicace sa photo au général Berthelot. Donc, photo qui se trouve dans les archives de la famille. Ça, c'est le jour suivant. Voilà, c'est par vous que je l'ai eu, bien entendu. Et alors, quelques images. Alors, on va voir le méchant après. Donc, je suis désolé, il y a pourtant beaucoup d'autres belles photos, mais celle-ci n'a pas bien donné. L'amitié franco-roumaine pendant la guerre, donc les soldats roumains et officiers roumains surtout et officiers français qui collaborent pour le bien de la cause des Alliés en général, même si évidemment il y a aussi des petites anicroches, mais il y en a aussi entre Français, il y en a aussi entre Anglais et Français, ça c'est sûr. Donc globalement les choses se passent bien, et heureusement parce que les Allemands sont décidés à écraser définitivement la Roumanie. Alors en 1916, les Allemands sont donc arrivés par le sud et par la Transylvanie. Ils ont pris Bucarest en tenaille, ils sont entrés dans la ville le 6 décembre 1916. Donc les deux artisans de l'écrasement de la Roumanie, c'est le général Falkenhayn, l'ancien chef d'état-major général qui avait été limogé après Verdun et qu'on avait envoyé en Roumanie. Ensuite, on l'a envoyé en Palestine, de plus en plus loin. Et Mackensen, alors Mackensen ici avec la tête de l'emploi, si je puis dire, hein, puisqu'il a la toque de hussard de la mort, l'uniforme noir, la croix de fer et tout l'attirail de, disons, la caricature de l'officier prussien tel qu'on se l'imagine et tel qu'il est finalement aussi parfois. Mais c'est un brillant stratège et il a réussi à masser des troupes sur le front de ce qui reste de la Roumanie, sur le Siret, le petit fleuve Siret, et à l'été de 1917, il entend enfoncer ce front et conquérir l'ensemble de la Roumanie, et notamment Iași, où se sont réfugiés le roi, la reine Marie, une partie de la population, de l'armée, la classe politique, les diplomates et tous ceux qui ont pu. Alors en attendant, le Kaiser se promène comme chez lui en Roumanie. Alors ici, vous voyez, on trouve ça aux archives de l'armée allemande à Fribourg, un journal qui était imprimé pour les troupes d'occupation allemandes en Roumanie. Et ici, vous voyez donc l'empereur Guillaume sur le front roumain en septembre 1917, donc après la tentative d'attaque contre le front du Siret. Donc on a d'autres photos aussi où on le voit dans les champs de pétrole, par exemple. Et pour faire face à cette offensive, l'armée roumaine reconstituée attend de pied ferme. Alors ici, vous voyez la reine Marie, donc, qui suit le roi Ferdinand. Ici, on devine de dos le prince Carol, futur roi Carol, hein, assez reconnaissable par sa haute taille. Et ici, un moine apparemment catholique, hein, puisque le roi Ferdinand était catholique. Donc c'est peut-être un des moines assomptionnistes français qui se trouvait en Roumanie. Ils avaient été chassés de Bulgarie en 1915. Alors le soldat roumain, c'est maintenant un poilu, lui aussi. Il a l'uniforme du soldat français avec le casque de l'intendant Adrian, donc le fameux casque des poilus. Et il est en bleu horizon. Donc quelques images, je passe pour montrer la résurrection de l'armée roumaine, donc les mitrailleurs. Et ces combats se soldent, comme vous le savez bien, par un échec pour les Austro-Allemands qui sont arrêtés dans leur tentative de s'emparer de Iași, arrêtés notamment à Marrakech, ici, où se trouve aujourd'hui, depuis l'entre-deux-guerres, un mausolée en hommage aux héros, comme on dit en Roumanie, aux soldats tombés pour la défense de la patrie en cet endroit. Et bien sûr, vous reconnaissez l'inspiration du Tropeum Traiani, donc ce trophée de Trajan
qu'à l'époque de Ceausescu, on a reconstruit en Dobruja, dont il restait des ruines à l'époque. Alors malgré cette victoire, les Roumains sont dans une situation inextricable, puisque les Russes demandent l'armistice aux Austro-Allemands en décembre 1917, et le front roumain ne peut plus être approvisionné. La seule voie d'approvisionnement pour la Roumanie, c'était la Russie. Et donc la Russie est maintenant en train de sortir de la guerre. Les Roumains sont obligés de conclure également un armistice, d'ailleurs ils le concluent même quelques jours avant, sachant que les Russes vont le faire, et finalement à s'engager dans des pourparlers de paix. Alors pour la reine Marie, ce sont les heures les plus sombres de la guerre, et pour beaucoup de Roumains. Curieusement, les Allemands tolèrent que la reine et le roi restent à Iași. Cette région n'est pas envahie par leurs troupes. Plus curieux encore, les ministres alliés sont autorisés à rester. Donc Saint-Ollaire continue à être à Iași. Et le gouvernement Marghiloman, ici en mai 1918, signe la paix de Bucarest, qui est une paix très dure pour la Roumanie. Alors la reine Marie va être un des éléments du petit pôle de résistance qui continue d'exister à Iași, avec Saint-Ollaire, avec quelques personnalités roumaines, comme Tache Ionescu, mais qui s'en va ensuite en France, et aussi Robert de Flers, qui est un des autres personnages importants de la relation franco-roumaine. Donc c'était un auteur de théâtre français, connu à l'époque, moins aujourd'hui, et qui était aussi un très proche de la reine Marie, et qui s'était lancé dans une espèce d'offensive culturelle. On jouait des pièces de théâtre en français, on jouait des morceaux de musique française, etc. Et à l'occasion même la Marseillaise, au nez et à la barbe des Allemands. Alors, nous allons terminer la guerre, si je puis dire. Le roi, pendant toute cette période difficile, a toujours refusé de ratifier le traité de paix. Ce qui fait qu'en droit, la paix avec les puissances centrales n'a jamais existé, elle n'a jamais vraiment existé, puisqu'elle n'a jamais été ratifiée par le roi. Il manquait sa signature, la constitution romaine prévoyait que le roi doit ratifier tous les traités. Donc il a résisté, bien entendu poussé par Marie, et à la fin du mois d'octobre, il y a des allers-retours rocambolesques en aéroplane entre Salonique et Iași, où des émissaires français, le lieutenant Noël notamment, dont la Villa Noël de Bucarest porte le nom, qui est maintenant une institution culturelle universitaire franco-roumaine, vont apporter des messages et finalement pousser Ferdinand in extremis à déclarer pour la seconde fois la guerre à l'Autriche et à l'Allemagne le 10 novembre 1918. Donc à la dernière minute, la Roumanie se retrouve dans le camp des Alliés. C'est important parce que sinon elle aurait été considérée comme n'ayant même pas voix au chapitre au moment des négociations. Alors ici, c'est l'entrée solennelle de la reine Marie, que vous voyez ici, du roi Ferdinand, de Berthelot, du prince Carol, dans Bucarest, donc le 1er décembre 1918. Et la reine Marie ici, en gros plan. Alors le même jour, bien sûr, c'est l'assemblée d'Alba Iulia, où les délégués de centaines de villages de Transylvanie et du Banat proclament leur attachement à la Roumanie. Donc, fête nationale roumaine d'aujourd'hui. Alors cette guerre n'est pas tout à fait terminée, puisque les Roumains vont être en guerre jusqu'en août 1919. C'est la campagne contre les communistes hongrois, l'armée rouge hongroise de Béla Kun. Et ici, on voit l'armée roumaine qui parade devant le Parlement de Budapest. Donc, après l'entrée des Hongrois dans Bucarest en décembre 1916, c'est la revanche. En août 1919, l'armée roumaine entre en Hongrie. Bon, je passe un peu plus vite. Je vous montre quand même le genre de choses qui étaient publiées à l'époque. C'était donc des images triomphales. Le héros de la patrie et les personnages principaux. Donc vous reconnaissez la reine Marie ici, le roi, les princes de la famille royale, Brătianu, le patriarche et d'autres personnages encore. Donc c'est un... Et puis Berthelot ici.
Donc c'était dans les années 20 ou même 30 que ce genre de choses a pu être publié. Alors les négociations de paix, c'est un moment aussi où la reine Marie joue un très grand rôle. Clémenceau était particulièrement remonté contre les Roumains. Ce sont des traîtres parce qu'ils ont signé une paix séparée. Et là, la petite histoire rejoint la grande. Les historiens sont d'accord pour dire que la reine Marie a joué un rôle important et qu'à partir du moment où elle est arrivée à Paris, Clémenceau est devenu beaucoup plus accommodant vis-à-vis des Roumains. Donc un rôle de diplomatie officieuse, parallèle si on veut. En revanche, Poincaré est assez dur pour elle dans ses mémoires. Il dit qu'elle parle beaucoup, elle coupe la parole aux autres à table, elle se sert par-dessus les autres, elle est plus aussi belle qu'on le dit. Bon, c'est assez méchant. Hein. Elle va aussi aller en Angleterre et aux États-Unis pour mobiliser les opinions anglo-saxonnes en faveur de la Roumanie. Donc elle travaille avec Brătianu et on aboutit à la création de la Grande Roumanie. Donc ici, les traités qui vont présider à la création de la Grande Roumanie: Saint-Germain avec l'Autriche, l'Autriche qui cède la Bucovine à la Roumanie, traité de Trianon surtout, avec le dépeçage de la Hongrie, et une partie de la Hongrie devient la Transylvanie et le Banat roumain. Donc la Grande Roumanie de l'entre-deux-guerres, avec même ce que Brătianu aurait voulu en plus et qu'il n'a pas eu, puisqu'il voulait encore vous voyez le Banat jusque dans la banlieue de Belgrade, et puis ici une partie de la Hongrie avec Debrecen notamment, et on n'a même pas tout mis parce que certains parlaient d'aller jusqu'à Odessa, voire au-delà. Bon, c'est tout de même la très grande Roumanie qui est sortie des traités. Alors pour marquer solennellement l'union de tous ces morceaux qui appartenaient autrefois à la Russie, à la Hongrie, à l'Autriche, à la Bulgarie, on décide de faire une grande cérémonie et de couronner roi et reine de la Grande Roumanie, Ferdinand et Marie. Donc c'est en 1922, en octobre 1922, à Alba Iulia, là où Michel le Brave avait uni pour la première fois toutes les provinces roumaines. Alors cette affaire a été beaucoup critiquée, ça coûtait très cher. La Roumanie n'est pas un pays spécialement riche, aucun pays n'était riche au lendemain de la Première Guerre mondiale de toute façon, sauf peut-être les États-Unis et le Japon. Mais donc ça s'est fait quand même. Une partie de la classe politique a boycotté la cérémonie, les socialistes, une partie des autonomistes transylvains. Bon, c'était pas aussi beau que ça aurait pu l'être, mais c'était histoire de marquer le coup, et ça a eu lieu quand même. Alors la reine de Roumanie va beaucoup s'intéresser aussi aux souvenirs des Roumains en Europe occidentale, notamment des prisonniers roumains qui sont morts en grand nombre en Alsace-Lorraine notamment. Ici on voit le cimetière de Dieuze en Lorraine. Et le plus connu, le plus important, où tous les ans il y a une cérémonie qui attire des Roumains de tout l'est de la France et au-delà, et d'Allemagne, de Suisse, le cimetière de Sulzmat. Donc ici vous voyez l'inscription qui est bilingue, hein, qu'on trouve dans ce cimetière, qui a été inauguré en 1924 par la reine Marie et le roi Ferdinand, alors en visite en France. Ici une autre vue de ce cimetière de Sulzmat, dans le Haut-Rhin, donc c'est pas très loin de Colmar. Voilà, encore quelques photos. Bon, je vais passer un peu plus vite. Ici c'est une inscription avec voilà, un texte de la reine Marie. Donc, surtout cette phrase: cette terre qui ne vous est pas étrangère, toujours cette parenté latine entre la France et la Roumanie qu'on met toujours à l'honneur à l'époque. On est tous les descendants des Romains. La reine Marie, après la guerre, et même avant, écrivait déjà, donc elle a écrit ses mémoires, elle a écrit aussi un conte pour enfants. Alors je ne sais pas s'il a été réédité, ici c'est une édition assez ancienne. Elle a écrit donc l'histoire de ma vie, ça c'est une édition récente d'un livre qui est sorti de son vivant. Et puis, passons à la dernière partie, la reine Marie femme. Alors la reine Marie femme, c'était un aspect dont on ne parlait pas à l'époque forcément, mais on sait de plus en plus, parce que les documents, on peut y avoir accès. Elle a eu une vie assez libre. Elle n'aimait pas son mari. Au lieu de faire comme la plupart des reines, eh bien, vous voyez, de tricoter et puis d'écrire des histoires pour enfants, bon, elle a pris des amants. Alors voilà son amant principal, le prince Barbouche Tirbey, qui était un boyard, qui est même devenu président du conseil par la suite.
Et il a été son amant régulier pendant plusieurs années, à tel point que on dit, je n'y étais pas évidemment, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais que les 2 derniers enfants de la reine Marie sont de Barbuş-Tirbe. Il s'agit de la princesse Ileana et du petit prince Mircea qui est mort jeune. Surtout Mircea qui apparemment ressemblait beaucoup à Stirbe. Bon. En tout cas, Mircea est mort en 1916, donc juste avant l'exode de la reine et du roi vers Iași. Et on sait que ça a profondément, évidemment, la perte d'un enfant, profondément bouleversé la reine Marie, qui écrit dans son carnet ce jour-là, « Plus rien ne sera jamais comme avant ». Et elle écrit aussi, quand elle revient à Bucarest, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller sur la tombe de son fils. Autre ami de la reine Marie. Alors il s'agit ici d'un personnage assez rocambolesque, un colonel canadien, John Boyle, alors qui n'était pas plus colonel que vous et moi, hein, ce sont des titres on trouve dans les pays anglo-saxons de colonel de milice, hein, donc quand on avait un certain portefeuille, on pouvait lever quelques soldats, quelques volontaires, on avait un titre honorifique. J'ouvre juste une toute petite parenthèse, c'est ce qui se fait actuellement en France aussi avec la réserve citoyenne. Vous avez maintenant une espèce de course, là, des hommes politiques qui veulent devenir colonels, capitaines de vaisseau, tout ça sur un trait de plume, parce qu'ils participent à la réserve citoyenne. Voilà, Jean-Vincent Placé, pour ne pas le nommer par exemple, mais d'autres aussi. Alors ce colonel John Boyle, c'était un ancien chercheur d'or du Klondike. Il a eu une vie très aventureuse, et là il se trouve en Roumanie, quand même de manière officielle, au sein de l'armée britannique, hein, au sein de la mission, petite mission britannique qui existe aussi à Iași, et il joue un rôle politique assez important dans une affaire aujourd'hui complètement oubliée, qui est la guerre de janvier-février 1918 entre la Roumanie et la Russie bolchevique. Une guerre qui a pour théâtre la Bessarabie, et qui se solde par une paix négociée par ce personnage neutre entre les 2 parties, le colonel Joe Boyle. Alors, on dit aussi que lui également a eu une aventure avec la reine Marie. On lui en prête encore beaucoup d'autres d'aventures, même avec le général Berthelot, mais je pense que ce sont des légendes pures et simples. Alors Marie est aussi une mère, hein, on a dit qu'elle avait eu plusieurs enfants. Donc elle a eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Donc ici, une photo de la reine avec ses filles. Alors apparemment, elle a eu beaucoup de mal au début à se sentir mère. Il faut dire qu'elle a eu son premier enfant à 18 ans. C'était Carole. Mais ensuite, elle a pris son rôle au sérieux. Alors on ne parlait pas de baby blues ou de choses comme ça à l'époque, mais on peut imaginer que c'est quelque chose de ce genre-là. Alors ici, bien avant la guerre, la toute jeune Marie, Ferdinand et Carole, donc elle doit avoir même pas 25 ans, ou à peine 25 ans ici, et le jeune prince Carole. Autre photo de famille, donc on aimait beaucoup les photos de famille, c'est bien connu aussi pour la famille du tsar. Et le prince Mircea, donc cet enfant qui est mort à l'âge de 3 ans, de la fièvre typhoïde, hein, qui n'épargnait ni les riches ni les pauvres à cette époque-là. Alors que sont devenus ces enfants? Le prince Carole est devenu roi, après une période mouvementée, puisqu'il s'est d'abord fâché avec ses parents, il a renoncé à ses droits au trône, donc lorsque Ferdinand est mort en 1927, donc la reine Marie devient veuve, elle a quand même une grande autorité morale bien sûr qui reste, fait partie du conseil de régence, c'est son petit-fils Michel qui devient roi en 1927. Mais Carole, bien qu'ayant renoncé au trône, revient en Roumanie en 1930, chasse son fils et monte sur le trône. Donc c'est une histoire familiale assez compliquée. Alors Carole va avoir des relations de plus en plus tendues avec sa mère, surtout à la fin des années 30, lorsqu'il mène une vie qui ne convient pas à sa mère. Vous voyez ici un élément de cette vie. Donc Magda Lupescu, la maîtresse en titre pendant de très longues années, enfin jusqu'à sa mort, du roi Carole, qui était haï par une grande partie de la population roumaine pour toutes sortes de raisons, dont l'une que vous connaissez certainement, et qui a, disons, cette relation a nui beaucoup au prestige de la monarchie. Et la reine Marie a essayé de convaincre Carole de chasser de sa vie Magda Lupescu, mais elle n'y est jamais arrivée.
à tel point qu'à la fin, les relations étaient devenues très mauvaises, et lorsque la reine Marie était mourante, le roi Carol a refusé de la faire rapatrier d'Allemagne par avion, elle a dû prendre le train. Bon, finalement, il est quand même venu à son chevet, mais il était presque trop tard. Alors c'est aussi l'époque très troublée pour la Roumanie de la montée en puissance de la garde de fer, la menace soviétique sur les frontières, la menace allemande. Donc cette politique du roi Carol, qui est une politique plutôt de rapprochement avec l'Allemagne, parce qu'il considère que le danger principal c'est l'Union soviétique, déplaît à la reine Marie parce qu'elle est restée fidèle à l'alliance britannique et française. Donc il ne faut pas se rapprocher de l'Allemagne. Comme on le sait, la garde de fer va prendre assez rapidement une attitude anti-dynastique. Alors le roi Carol, photo de famille, alors je ne dis pas qu'il aimait certainement son fils quand même, mais donc le roi Carol ici, le prince Michel, roi Michel redevenu prince, donc qui est toujours vivant, hein, comme vous savez, qui arrive sur ses 96 ans là actuellement. Et ici avec sa mère qui était une princesse de Grèce. Alors la reine Marie a essayé de marier ses enfants dans des dynasties de la zone géographique proche. Donc Carol a épousé la princesse Hélène de Grèce, ici, qui était d'origine allemande et danoise. Donc la mère de Michel, ici. Michel, photo de l'époque fin des années 30 ou Seconde Guerre mondiale. Ici donc la princesse Hélène avec la reine Marie. Donc la reine Marie qu'on surnommait Missy, hein, c'était son prénom, ils avaient tous